Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International après 2 jours d'absence pour des raisons du championnat de Ligue asiatique. Vous savez que Canal 2 International est au cœur des grands événements sportifs. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec une thématique aussi préoccupante. Une ancienne journaliste et communicante, Sylvie Luisette Ngo-Yebel, a été tuée par son fils dans la nuit du 6 au 7 avril. Un produit de l'ENAM, Batek Yebel Landry, qui est secrétaire d'administration. Et puis de l'autre côté, les cours ont été suspendus en 2e année de journalisme à l'ESTIC par le directeur François-Marc Modjom. La raison est évoquée indiscipline collective. Dans le Grand Nord, précisément à Garoua, un adolescent qui tue sa mère pour avoir utilisé de l'argent pour s'acheter des stupéfiants. Autant de cas recensés au Cameroun et qui nous amènent à poser sur la table cette problématique. Qu'est-ce qui cloche avec nos enfants? Et pour en parler, vous avez certainement déjà vu la thématique et le panel sur nos pages Facebook. Je commence par une grande sortie sur ce plateau. C'est sa première. Elle nous vient de Yaoundé. Elle est promotrice des centres de lutte contre la délinquance juvénile et la consommation des drogues en milieu jeune. Elle est également enseignante. Elle a plusieurs casquettes. Marie-Florence Ron, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Merci à Canal 2 pour l'invitation. Vous êtes au Cameroun ou à Douala précisément pour le Cameroun Investment Forum? Exactement. Nous sommes là pour le Cameroun Investment Forum, organisé par l'API. Et donc, à l'occasion, j'ai répondu présente à l'invitation. D'accord. Je rappelle donc que vous avez plusieurs casquettes, mais on va retenir votre casquette d'enseignante et promotrice des centres de lutte contre la délinquance juvénile et la consommation des drogues en milieu jeune. Lui également, c'est un habitué du débrief de l'actualité. C'est un psychosociologue de l'éducation et des organisations, enseignant également. Le professeur Maurice Somo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, bonsoir. Comment vous allez? Ça faisait longtemps, vous n'avez pas vu? Oui, effectivement, je n'étais pas au pays pour des raisons de santé. Là, maintenant, je suis rentré très en forme pour me mettre à ta disposition. Ah ben merci beaucoup. Vous êtes tout rayonnant. On dirait que cette maladie vous a beaucoup fait de bien. Vous êtes devenu plus slim, vous avez rajeuni. Oui. J'ai dit au médecin que je voudrais être à ta hauteur. Ah d'accord. Quelle chance alors. Elle également, c'est une habituée de ce plateau. C'est la vice-présidente nationale des femmes et les femmes politiques dans le parti de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le MRC. Marie-Ange Bateki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. On me demandait pourquoi est-ce que j'ai invité une militante du MRC sur ce plateau. J'ai dit avec votre casquette de vice-président des femmes. Hein, c'était important, n'est-ce pas? Parce que la thématique vous interpelle. Oui, bien évidemment, la thématique interpelle la femme camerounaise, qu'elle soit du MRC ou d'un autre parti. Et c'est un sujet très préoccupant pour les femmes. Merci pour votre disponibilité. Lui, il fait son retour également dans le débrief de l'actualité, juriste sociologue, Georges Syriac Sabeyam. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Lille, bonsoir au panel et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et je suis tout flatté de l'honneur formulé à mon endroit sur une thématique aussi sensible qu'importante, tant sur le plan pédagogique que sur le plan social. Et j'espère vivement que nous apporterons une touche particulière pour que justement les téléspectateurs soient édifiés sur cette thématique ô combien fondamentale pour justement la cohésion sociale. Merci à vous d'être venu. Je commence par vous, professeur Maurice Somo. Nos jeunes ne vont pas bien. En quelques semaines, vous avez des jeunes formés dans des grandes écoles, dans des lycées qui réussissent à être des assassins, des criminels. Et ailleurs, on suspend carrément toute une salle de classe pour des comportements déviants. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, très bien. On n'a pas assez de temps pour développer les grandes théories aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu vous donner une interprétation de ce qui se passe actuellement par rapport à nos enfants. Convoquer par exemple la théorie d'Ibrahim Masso sur les structures anthropologiques des attitudes en Afrique noire,
qui demande qu'il faille, pour comprendre ce qui se passe chez nous, avoir une vue holistique, globale, globalisante même à la limite. Éviter surtout de nous focaliser sur des cas spécifiques que nous avons vus, essayer de les interpréter et pour stigmatiser de façon générale notre jeunesse. Il faudrait, pour comprendre, nous sommes ici en sciences humaines, n'est-ce pas, nous devrions très logiquement prendre cas par cas, aller au fond et savoir les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé sur chaque phénomène ou bien sur chaque fait avant d'en donner une explication qui soit la plus possible. Mais si on prend le cas globale. Mais pour dire de façon globale et pour prendre le cas de ce que j'appellerais psychopathe, appelons ça comme ça, je mets ça en guillemets avec beaucoup de réserve parce que je ne l'ai pas, il n'est pas venu en consultation chez moi, je ne sais pas si c'est le cas. Donc pour essayer pour le comprendre et comprendre tous les jeunes qui agissent comme lui, il faut prendre ce que SO a appelé la dimension microcosmique de l'individu. C'est-à-dire qu'à la naissance, chacun d'entre nous a un patrimoine génétique qui peut justifier certains de ses comportements. C'est-à-dire que c'est parce que peut-être votre papa avait ça et votre maman, et puis vous l'êtes devenu. C'est une explication. Alors, il y a une explication mésocosmique, c'est-à-dire qu'on part de là, on va dans la société immédiate. Les parents, les camarades de jeu et tout cela, eux aussi ont sûrement un impact dans les attitudes et les comportements de ces personnes. Peut-être là également, on peut trouver une explication à ce qui est arrivé. On peut aller plus loin, n'est-ce pas, au-delà de la société, en prenant la dimension de l'ancestralité même. Et dit que, bon, ce qui lui arrive, c'est qu'à l'époque, en faisant son histoire personnelle, il n'y a que des ancêtres ont fait ceci, nous sommes en Afrique, il faut intégrer cela. Et puis on va même plus loin à une dimension métacosmique, c'est-à-dire qu'on va prendre la dimension de la relation entre cet individu et Dieu. Dieu est-il fâché de cet enfant, de ses géniteurs et presque de la société plus globalement? C'est le volet spirituel également. Nous nous élevons ici dans le domaine de la spiritualité. Donc pour comprendre le phénomène, interpréter ce qui s'est passé, nous devrions aller à chaque dimension de cet être-là et puis probablement, qui sait, on trouvera une explication. Marie-Florence, on a un tableau sombre et alarmant de nos jeunes. Est-ce l'échec du système éducatif à la base? Alors, merci beaucoup. Je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que je passe à l'émission. Avec moi. Avec vous, voilà. Et en fait, c'est pour féliciter Canal 2 parce que je reviens ici aujourd'hui rappeler qu'il y a 4 ans ou 5 ans, avec votre collègue Arnaud, j'étais ici, avant même de créer l'ONG, les centres de désintoxication, pour prévenir de l'impact des stupéfiants en milieu jeune. Et que si rien n'était fait dans les 10 prochaines années, il n'y aura plus d'école dans nos pays. Dans notre pays, et les jeunes deviendront de plus en plus violents. Et je pense qu'aujourd'hui, 4 à 5 ans après, le phénomène ne fait que grandir. Alors, pour moi, par rapport à ce que je vis, mon expérience, parce que je m'occupe des enfants délinquants, particulièrement ceux qui consomment la drogue, je me rends compte qu'aujourd'hui, les stupéfiants sont pour beaucoup sur le changement de comportement de nos enfants. Deuxièmement, les parents ont quasiment démissionné, parce que je suis enseignante déjà à la base. On observe que les parents n'ont plus beaucoup de temps aujourd'hui pour suivre les enfants. Les enfants sont généralement de plus en plus éduqués par les téléphones, par les réseaux sociaux, par les camarades de classe, par les amis, par les influences, etc. Et parce que les parents ont démissionné, la société a démissionné, il n'y a plus de bons modèles pour nos enfants. Et tout cela contribue à vivre les perturbations que nous vivons aujourd'hui. Et il faut préciser que ce n'est pas un phénomène camerounais, hein. Le monde va mal de manière générale. La violence prend de plus en plus de place dans nos sociétés, elle est de plus en plus banalisée et cela se relaie facilement à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut prendre la mesure des choses en ce qui concerne les jeunes au niveau de la consommation des stupéfiants. Les statistiques que nous avons sur les terrains
sur le terrain, excusez-moi, démontrent que à peu près 40% des jeunes Camerounais consomment la drogue. Ce qui justifie peut-être, qui pourrait justifier ce qui se passe alors, parce que depuis qu'on a eu ces cas, on n'arrivait pas à comprendre. On a sorti des noms des stupéfiants comme du Cure, comme autre chose qui pourrait être à l'origine. Et je vais vous dire, moi je parle avec beaucoup de douleur aujourd'hui parce que la maman qui a été découpée, j'ai échangé avec elle il y a 1 an. Je pense que quand j'ai échangé avec elle, sa maman n'était pas encore décédée, la grand-mère. Elle m'avait appelé, elle ne m'a pas dit que c'était son enfant. Elle m'a juste dit qu'elle avait un cas. Elle connaissait un jeune qui était perturbé par les stupéfiants. Nous nous sommes accordés pour la prise en charge du cas. On s'est donné rendez-vous, mais elle n'était pas revenue. Alors je me dis peut-être que si elle était revenue et qu'on avait pris en charge ce garçon, que peut-être la maman, la grand-mère serait encore en vie et peut-être elle-même aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que nous, dans les centres, on enferme on garde, c'est une espèce d'internat spécialisé. Donc, quand les jeunes arrivent, ils sont coupés du monde pendant au moins 6 mois, tout au plus 1 an. Et on les prend en charge en tout, de manière globale. Et du coup, si cet enfant avait été peut-être retiré de la société à ce moment-là, on aurait évité tout ça. Donc, étant en contact aujourd'hui avec les jeunes, à travers l'ONG, nous parcourons les établissements scolaires du Cameroun. Nous créons des clubs, nous avons 400 clubs dans lesquels nous faisons les sensibilisations. Les informations qui remontent nous permettent de vous dire aujourd'hui que la situation est grave. Les stupéfiants sont vendus aux jeunes sous toutes les formes. Bonbons, eau, jus, etc. Qu'est-ce qu'on fait face à un enfant de CM2 à qui on présente un bonbon? Lui, il sait que c'est le bonbon, il va l'acheter. Et derrière, c'est la drogue. Et ce sont les mamans qui vendent à côté de l'école. C'est les vendeurs de cigarettes, tous nos vendeurs de cigarettes qui sont en bordure de route là. C'est des vendeurs de drogue. Et ces enfants vont facilement s'approvisionner. Du coup, aujourd'hui, il faut mettre un mécanisme en place pour vraiment barrer la route. On va venir dessus tout à l'heure sur ces mécanismes-là. Le temps pour moi de demander ici à Marie-Ange, est-ce qu'il ne faudrait pas convoquer la relation parent-enfant, enseignant-enfant, ce qui pourrait peut-être nous édifier sur une piste pour comprendre ce qui se passe actuellement? Oui, effectivement, surtout parent-enfant. Parce que l'enfant, le parent est, je peux dire, la base de l'enfant, ou bien l'alpha et l'oméga de l'enfant. Parce que l'enfant quitte la maison le matin, il laisse les parents pour revenir le soir et trouver les parents. Les enseignants ont ce laps de temps où ils passent avec l'enfant. Certes, oui, quand on fait les comptes, c'est peut-être ce temps est plus long. Il y a le fait aussi de, comme disaient les autres, les parents ont un peu démissionné des enfants. Parfois, l'enfant te dépasse, tu te dis, bon, l'enseignant va prendre les décisions adéquates. Mais aujourd'hui, l'enseignant aussi a les bras liés parce qu'il y a certaines décisions qu'ils ne peuvent pas prendre parce que c'est l'enfant de telle ou telle personne. On ne sait pas comment il va réagir pendant certaines périodes. Maintenant, en même temps, on a ces enfants à qui on a habitué à ne pas dire non. On a les enfants comme ça. Surtout moi, je ne connais pas très bien le cas de cet enfant qui est... Nous connaissons quand même la manière dont les parents élèvent un enfant unique. L'enfant unique, c'est à qui on dit non 2 fois et après on dit oui. Ce genre d'enfants, tôt ou tard, deviennent ceux qui se sont éduqués eux-mêmes, c'est-à-dire qui s'imaginent qu'ils ont droit à tout et qu'ils peuvent tout faire. Donc, ça veut dire, je suis responsable de moi-même, je peux prendre la drogue, je peux voler l'argent de ma maman. Ma maman m'a habitué à me donner 100 000 francs. Le jour où elle ne me donne pas, ça veut dire qu'elle refuse, j'arrache. Donc, on a cette éducation qui est, c'est-à-dire apprendre à dire à nos enfants non. Et un non très ferme. Quand tu laisses l'enfant dire, faire ce qu'il veut, tôt ou tard, tu en fais un délinquant. D'accord. Parfois maintenant, il y a les enfants qui présentent souvent ce côté méchant, ce côté mesquin. Nos propres enfants, tu peux avoir les enfants, tu te rends compte que, comme elle dit par exemple, la maman l'a appelé. Mais
le suivi n'a pas été, parce que toujours est-il que le parent se dit non, il va changer. On refuse même d'accepter les Oui, parents. oui. En plus, on a aussi les milieux scolaires. Moi, quand je me rappelle encore de l'UNAM, on n'a pas encore oublié l'histoire de ce sous-préfet qui a tué. Donc, ça veut dire qu'on ne sait plus ce qui se passe dans nos milieux scolaires aujourd'hui, où on sait que ce n'est plus les méritants. C'est parce que maman m'aime beaucoup. Elle a payé pour que j'arrive là où je suis. Donc, ça veut dire que je me sens tout permis. Tous ces manquements-là, toutes ces réalités-là sont l'absence des responsabilités des parents, l'absence des responsabilités de l'État, qui, ma foi, montre l'impunité. Parce que parfois, un enfant, tu l'amènes même quelque part, il ne sera pas puni parce que peut-être... il y a une influence extérieure. Il y a une influence extérieure. Donc, le Cameroun va mal. D'accord. Voilà. Alors, Georges Syria, à une certaine époque, on avait des jeunes moins turbulents, plutôt sages, résilients, obéissants. Mais aujourd'hui, on a du mal à reconnaître même nos propres enfants. Et il y a une contradiction même avec l'éducation que nous avons reçue à la base, avec la jeunesse d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a toujours les enfants sages, il y a toujours les enfants d'une extrême intelligence. C'est juste que la mondialisation, l'ouverture aux NTIC fait en sorte que voilà, les réseaux sociaux font en sorte que on fait la publicité justement de cette catégorie de personnes-là qui s'inscrivent justement en marge des normes sociales. Donc on fait la publicité justement de ceux qui font dans la déviance ou alors qui font dans la criminalité. La thématique que vous posez, elle est très importante et ça pose justement le problème de l'éducation. Moi je dirais, du point de vue sociologique, on est foncièrement basé sur une éducation violente. Et vous allez vous rendre compte que à une certaine époque, l'éducation de l'enfant était la chose de la communauté. Toute la communauté, justement, se sentait impliquée dans l'éducation de l'enfant. Et c'est pourquoi, à cette période-là, vous n'avez pas entendu l'enseignant dire « la faute, c'est le parent ». Parce que l'enseignant était lui-même parent. Ou alors l'enseignant est d'abord parent. Et c'est pourquoi je suis un peu souvent très mal à l'aise d'écouter les enseignants qui disent « c'est la faute du parent ». Parce qu'il faut le dire, ces enseignants sont aussi des parents. C'est-à-dire que les contraintes économiques que toute la société vit aujourd'hui, les charges négatives et soit positives que chacun de nous porte dans ses gènes, comme l'a relevé le docteur, chacun le vit à sa manière. Ce qui fait donc que même l'enseignant vit au quotidien les mêmes contraintes, les mêmes problèmes, tant économiques que structurels, que d'autres parents qui ne sont pas justement du corps enseignant vivent. Et il faut dire justement, lorsque vous lisez la loi de 98 sur l'orientation à l'éducation, quand on parle de la communauté éducative, la communauté éducative c'est un ensemble de personnes dont les élèves ne sont pas exclus. Les élèves, les parents, les enseignants et bien d'autres personnes dans la société, ça fait un tout pour que justement l'éducation soit donnée à ces enfants. Et il faut donc cesser de penser à mon avis que parce que ce sont des mineurs, ce sont des personnes qui ne pensent pas. Et le docteur l'a dit tout à l'heure. Nous sommes le reflet des charges culturelles, structurelles, sociales de notre environnement. C'est un ensemble de choses qui font en sorte que vous voyez aujourd'hui des enfants qui vivent une certaine violence familiale, qui se matérialisent par des violences physiques, des violences psychologiques, qui vont même jusqu'aux violences sexuelles. Et ça ressort, ça rejaillit à l'âge adulte sous forme justement de pulsion ou alors de négation de l'ordre établi. Donc, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, vraiment étudier ce phénomène, ça va nous prendre beaucoup de temps et on ne pourra pas justement l'avoir pour entrer justement dans les profondeurs pour exorciser le mal. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que oui, la société a démissionné. La société a démissionné et il y a une cause à cette démission de la société tout entière dans l'éducation. Cette cause, justement, c'est la contrainte conjoncturelle et économique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde court vers la recherche du bien-être matériel pour, naturellement, envoyer ses enfants à l'école, les nourrir, ce qui fait donc qu'il n'y a plus assez de place
pour l'attention, l'affection et tout ce qui comporte justement les éléments pouvant conduire à l'épanouissement d'un enfant. Prof Maurice, il n'y a que le jeune, c'est un être en développement, donc on pourrait comprendre aussi ces différentes transformations au point de ne pas maîtriser parfois ses pulsions. Non, il est clair que les uns et les autres l'ont dit, hein, et je l'ai dit dans termes de propos, l'éducation de l'enfant est un processus globalisant, c'est-à-dire que tous les acteurs autour de l'éducation de l'enfant sont nombreux et il faut les mettre tous ensemble pour savoir à un moment donné réussir. Si on ne sait pas réussir, c'est qu'à un moment donné, soit l'ensemble des maillons ont faibli, soit un des maillons a lâché. Bon, malheureusement, nous sommes dans un contexte où nous avons des enfants que nous méritons, disons-le ainsi, c'est-à-dire que notre société a les enfants qu'ils méritent. Les enfants, avec les comportements que nous voyons ici, sont exactement à l'image... Violents, drogués. Nous sommes dans une société dont la violence, sous toutes ses formes, a été ramenée à la plus simple expression de la banalisation, à une extrême banalisation. Et aujourd'hui, les images que reflète la société autour des enfants et qui malheureusement participent du processus d'éducation de l'enfant, n'est-ce pas, font aujourd'hui que ce qu'on crée, ce qu'on élève, en réalité, c'est des petits monstres que les uns et les autres, et tout ce que nous voyons là, c'est tout simplement le reflet de tout ce que cela peut rapporter. Et j'ai dit, j'ai bien aimé la dame tout à l'heure quand elle a dit oui, les enseignants. Il faut, comme si à un moment donné, il faut dédouaner des enseignants. Moi, en tant qu'enseignant, je voudrais d'abord commencer par dire que la société, tout ce que l'échec que nous avons actuellement, c'est l'échec avant tout du monde des enseignants que nous sommes. Parce que moi, j'ai peur, le jeune n'a plus peur de l'enseignant. L'enseignant, mettons de côté toutes les misères qui sont faites aux enseignants. Faisons abstraction. Je pense moi aussi. Parce que faisons abstraction de tout ce qu'il y a comme misère et problème autour des enseignants. Et prenons le cas où des enseignants étaient dans la logique de faire convenablement leur boulot. Les enseignants, pour moi, sont comme des médecins. C'est-à-dire que la société a des enfants qui sont malades. Qui doit s'occuper de ces enfants malades et les redresser? En principe, ce sont les... Quelles que soient les embûches, parce que chaque corps de métier va vous dire voici où ça bloque chez moi. Voici. Les enseignants, quel que soit le lieu où ça bloque, nous devons tout faire pour que les manquements des parents dans les maisons soient rattrapés au niveau de l'école. Les manquements de la société par où l'enfant passe doivent être rattrapés au niveau de l'école. Parce qu'en fait, un enseignant, quand je dis enseignant, je pèse bien le mot enseignant avec grand E. Je ne dis pas un charlatan qui est à côté, se dit enseignant. Je parle d'une profession d'enseignant. Et quand on a cette noble profession d'enseignant, on sait redresser un enfant, quelque tordu a-t-il été. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je dis prioritairement, ces enfants qui sont devenus mauvais, bien qu'ils soient passés par les mains des enseignants, doivent amener les enseignants à s'interroger sur la responsabilité qui est la leur. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à le faire? Maintenant, je ne dédouane pas totalement les parents, mais je dis, et c'est une thématique que je suis en train de développer dans une des monographies, quand je dis parents, entre parents et enfants, qui en réalité doit être pris en charge? Qui doit être éduqué? C'est les parents qui doivent être éduqués. Ce n'est même pas les enfants qui doivent être éduqués. Mais les spécialistes de l'éducation, ce sont les enseignants. C'est-à-dire les enseignants. Aujourd'hui, j'ai envie de demander qu'il faut aller à l'école sous l'arbre et reprendre chaque parent avant que vous ne mettiez, faites venir un enfant. Qu'on vous éduque, qu'on vous dise ce que ça veut dire, faire grandir un enfant, lui apporter l'éducation adéquate. Ce manquement et la société dans sa brutalité, il y a tellement de choses qui permettent de dire, comme je l'ai dit d'entrée, nous avons exactement les enfants que nous méritons. Marie-Florent, je voudrais qu'on reste sur un cas, par exemple, comme ces cours qui ont été suspendus en deuxième année journalisme à l'ESTIC, puisque vous venez de Yaoundé par le directeur François-Marc Modjom. On parle de la raison, une indiscipline collective, mais nous, on a approché des étudiants de ce côté-là. On dit insouciance, incompétence, vol, viol, attouchement en plein cours, frustration des enseignants, envoûtement des hommes par les femmes, maraboutage, insolence, pratique de sorcellerie, propagation de fausses nouvelles, simulation de deuil, bagarre, autant de faits qu'on retrouve concentrés dans une école. Un échantillon. Voilà.
Ça fait peur, non, de voir des jeunes se retrouver dans tout ce concept-là? Oui, ça fait peur, mais en même temps, moi je suis optimiste. Hein. Je pense qu'il est juste question que chacun se pose les vraies questions et que tout le monde essaye de voir ce qu'il peut faire à son niveau. Si vous changez, chacun essaie à son niveau, on peut renverser la tendance. Je voudrais juste dire qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, notre société est malade. Et cette maladie, pour moi, part des valeurs. Nous avons perdu les valeurs morales, on n'a plus de repères. Nous sommes orientés aujourd'hui par des égoïsmes. L'argent, c'est l'argent. Nous-mêmes, les parents, c'est ce que nous transmettons à nos enfants. L'argent d'abord. Et pour cet argent d'abord, on se retrouve dans des réseaux compliqués, on se retrouve parler de maraboutage. Si on vient marabouter des camarades de classe, ça veut dire qu'il y a autre chose mystique derrière, etc., etc. Et vous allez regarder que le fil conducteur, c'est toujours la recherche de l'argent facile. C'est une crise des valeurs profondes. Le docteur a dit tout à l'heure que il faut peut-être revenir à l'école sous l'arbre. Il faut revenir aux valeurs. Et ces valeurs-là, c'est nous. C'est nous-mêmes qui faisons revivre. Donc, l'enfant aujourd'hui, effectivement, est le reflet. Nous avons les enfants que nous méritons. Nous avons les jeunes que nous méritons. Parce que nous nous rendons compte, nous, quand on accueille ces enfants, qu'en fait, ils sont malades. Leur maladie provient de la maladie de leur famille. C'est-à-dire, déjà, le cadre familial est déséquilibré. Il y a déjà un problème dans la famille qui impacte, qui joue sur la santé mentale de l'enfant ou du jeune. Et ça le pousse à consommer, par exemple, de la drogue ou à se rapprocher des groupes compliqués, etc., etc. Donc, moi, je suis scandalisée d'entendre qu'une salle de classe d'une école prestigieuse comme l'ESTIC subit de tels phénomènes. Et en même temps, je me dis, pourquoi ça vous étonne, Madame Onde? Plus que je reçois dans mes centres de désintoxication des jeunes médecins. Qu'est-ce qu'on fait d'une fille en 5e année qui consomme la drogue? Des ingénieurs. Qu'est-ce qu'on fait d'un garçon? J'ai reçu un ingénieur venant de Marois, étudiant à l'extrême nord. Ingénieur, je crois qu'il était à la dernière année, consomme la drogue. Celui-là, quand il sort, on fait quoi de lui? J'ai reçu des enseignants. Pour revenir à cela, je voulais réagir tout à l'heure à votre propos. Vous dites que les enseignants ont démissionné. Les enseignants peut-être... Ah non, je ne l'ai pas dit. Enfin, je veux dire que les enseignants aujourd'hui, vous ne dédouanez pas chacun. Cher docteur, que les enseignants assument. Quelle qualité d'enseignants nous avons aujourd'hui? J'ai dit enseignant avec grand E. Voilà, donc, non, c'est pas vous, hein. En fait, moi, j'interroge... Je n'ai pas dit moi, j'ai dit enseignant. J'interroge le système. Voilà. Quand pour entrer à l'école normale, vous achetez le concours. Vous êtes tous de quel type d'enseignant? Moi, j'ai enseigné 17 ans. Je suis professeur de lycée, professeur d'histoire-géographie. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais des camarades de classe à l'époque. On ne sait pas comment elle a fait pour entrer à l'école normale. Elle entre à l'école normale, elle n'a jamais touché à la craie. Elle enseigne 2 ans, on l'a nommée dans un ministère. Toi, tu es là, à la craie, tous les jours. Vous les voyez, ils sortent, ils arrivent, ils veulent partir. Donc, quel type d'enseignants nous avons aujourd'hui? Quelle qualité? Interrogeons même la formation qu'on leur donne déjà dans les écoles de formation. Et ça se répercute sur les jeunes et les enfants. Donc, le problème est, c'est un système, c'est la société elle-même qui est malade. Il faut questionner entièrement la société. Et je vais vous dire le danger. Ça ne me surprend pas. Je l'ai dit il y a 3 ans. Aujourd'hui, voilà un garçon qui sort de l'ENAM, qui découpe sa mère. Nous formons aujourd'hui dans toutes ces écoles-là des brigands, des délinquants. Et c'est les mêmes parents qui forcent pour les mettre dans les administrations. On paye le concours. Quand l'enfant sort, on paye pour qu'on le nomme à une meilleure position. Quel rendement vous attendez? Et ces enfants ne commencent pas à fumer à l'ESTIC, à l'ENAM ou à l'école normale. Non. Ils ont commencé à consommer cette drogue-là à l'école. Lycée. Il a consommé et peut-être le parent est venu découvrir en première ou en terminale. Et ce même parent que nous sommes en train de dénoncer, parce qu'il veut plaire à la société, il veut qu'on dise que oui, mon fils est médecin, mon fils est ingénieur, mon fils est ceci. Il sait que l'enfant consomme la drogue, mais il va acheter le concours. J'attire donc l'attention des parents qui me regardent aujourd'hui. Vous-même, vous savez, chers parents, que vous camouflez les enfants là à la maison. Plus vous les camouflez, plus vous vous mettez en danger. Parce que ces enfants deviennent un danger, non seulement pour vous, pour vos familles et pour eux-mêmes.
D'accord. Il y a des messages qui sont arrivés sur la page. Il me semble que rien ne cloche, si ce n'est le laisser aller que notre société leur accorde. Les parents abandonnent l'éducation aux enseignants et ne font pas le suivi à la maison, à l'école. L'enfant a tous les droits et presque pas de devoirs. Même quand il tue, on trouve des justifications. D'ailleurs, certains parents leur montrent l'exemple en venant bastonner des pédagogues dans leur lieu de service. Aussi, la promotion collective et nombreuse facilités qui font croire aux bambins qu'ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. La drogue, un phénomène non négligeable, est la goutte qui remplit la coupe. Bienvenue aux parricides et aux mots. En bref, la société est à questionner car chaque pan a une part de responsabilité. Ça, c'est un message de Amédine Sangou. À ce moment-là, les conséquences sont désastreuses sur notre société. Comment penser donc qu'on peut construire une nation avec une jeunesse aussi fragilisée, aussi insouciante? Il faut déjà avoir une nation pour la construire. Puisqu'aujourd'hui, nous parlons de ces jeunes et nous accusons les parents, mutuellement les parents et les enseignants. Je voulais aussi ajouter dans ce que le docteur a dit, effectivement, quand il dit enseignant avec grand E. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus d'enseignants. On n'a plus d'enseignants. On a ceux qui sont entrés à l'école nationale supérieure pour avoir leur salaire. On n'a pas ceux, il y en a peu qui y sont allés pour transmettre leur savoir. Et ce savoir qu'ils n'ont même pas. Puisque pour entrer dans n'importe quel établissement public aujourd'hui, il faut monnayer. Il faut avancer de l'argent ou bien il faut être dans ce que nous appelons le système. Quand tu n'es pas dans ce système, tu ne peux rien faire. Et effectivement, il y a des enfants qui ont été découragés, hein, qui ont fait les concours, comme vous dites là, et qui ont vu, leurs noms ne sont pas sortis pendant qu'ils étaient meilleurs de la classe, mais ils ont vu les noms de leurs camarades qui n'avaient même pas composé. Avec que pendant qu'eux, ils souffraient pour faire les dossiers qui sont assez compliqués à faire. Du coup, ça allait conduire à la consommation de la drogue, de cure, etc. Non, attendez, je venais de dire, toute facilité mène à la facilité aussi. Pour eux, la drogue, c'est une manière de se montrer qu'on est énorme. C'est comme les chichas qui venaient de sortir là. Mais qui a un chicha veut dire qu'il est vivant, qu'il est normal. Il est le jeune de l'heure. Oui, il est le jeune de l'heure. Ça veut dire que quand nous sommes en bande et que nos parents ont un peu, nous faisons des sorties en groupe et nous consommons la drogue, du whisky, du n'importe quoi, parce que nous n'avons fait aucun effort pour avoir l'argent que nous avons en ce moment, ce qui nous pousse à... Moi, je me rappelais bien, je vais vous donner un exemple simple. Si vous avez été enfant, sachez que la manière dont vous dépensez vos 500 n'est plus identique à la manière dont vous dépensez ces 500 aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous comptez. Avant, ça venait des parents. Donc, ça ne vous disait rien. Imaginez alors un enfant qui a des millions, que ça vient du parent, qu'on lui donne, oh, il ne souffre pas, il peut aller automatiquement, ça donne les ouvertures. Parce qu'on a parlé de l'ENAM. Maintenant, les cycles, c'est les mêmes. Et ça va suivre. Et c'est les mêmes, il y a lyrique, donc toujours les écoles prestigieuses qui ont des grands noms, mais qui malheureusement ne forment plus les Camerounais. Forment les enfants, comme on dit couramment, les enfants des bobos, les enfants des riches, qui n'ont rien à faire de la vie. Lui, il sait que son parent a l'argent. Lui, il vient seulement là pour, je ne sais pas, pour une coloration. Qu'on dise que je suis sous-préfet et le reste, c'est pour les gens qui sont derrière moi qui doivent travailler. Donc aujourd'hui, le mal est tellement profond. Et ce mal, je vous assure, a commencé par la mauvaise éducation. Le fait qu'on ait permis à certains d'avoir des concours où il fallait aller à l'école, tu n'as pas de concours, mais tu as sans trop de facilité. Par les facilités. Finalement, quand il y a trop de facilité, finalement, si nous sommes 5 ici et que les 4 n'ont pas eu de diplôme, je suis la seule à avoir le diplôme, il est normal que rien ne marche. Il est normal.
Ok, Joss, il y a cette autre réaction de Simon Gaka sur la page Canal 2, puisque c'est un sujet qui a suscité beaucoup de réactions. La télé, politique d'importation du vécu d'ailleurs sans filtre, les médias qui ont cessé de jouer leur rôle de filtre moraux, la démission des parents. En fait, les parents aujourd'hui sont des Yorobos, qui sont ces enfants des Yor d'hier, qui eux-mêmes sont des Bambambé d'avant-hier, 3 ou 4 générations sacrifiées, perdues. Alors, pourquoi s'étonner de ce que peuvent être les enfants Yoruba aujourd'hui? Ça, c'est un message de Simon Gaka qui parle aussi des responsabilités à plusieurs niveaux en interpellant ce qu'on présente aussi à cette génération. Oui, les hommes avertis ne sont pas surpris, mais c'est plutôt la société justement qui est surprise de cette tenue, parce qu'il faut le dire, l'éducation, prenons votre thème, l'éducation n'était pas préparée au cataclysme de la mondialisation et de l'ouverture au monde. Parce qu'à une époque, comme je l'ai dit il y a un instant, l'éducation était la chose de la société, c'était la chose de la famille. C'est-à-dire que le voisin, l'oncle, la tante pouvait, au même titre que le parent, prendre soin justement de l'éducation de l'enfant. Mais aujourd'hui, au regard de ce que nous avons évoqué, les contraintes conjoncturelles et structurelles font en sorte qu'il y a donc cette démission où chacun court derrière un refuge matériel. Et la course derrière ce refuge matériel laisse justement une brèche ouverte à cette jeunesse-là qui, en l'absence de cette affection parentale, de cette affection familiale, de cette affection, de cet accompagnement. Cette rigueur même, parce qu'on avait une rigueur même quand on... C'est encore à questionner, parce que même cette rigueur, c'est quoi j'allais dire, notre société s'est formée sur la violence entièrement, parce qu'il est très rare de voir des parents dialoguer véritablement avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'arrange à construire... Voilà, on s'arrange à construire des enfants qui finalement demain sont étrangers à leur propre corps. Parce que justement, on veut les modéliser à notre image. Et si on prend du recul et qu'on considère que ce sont certes des enfants, mais des êtres humains, des êtres vivants, avec qui il faut justement travailler sur la raison pour construire leur demain, nous pensons effectivement que ça peut arranger les choses. Donc, sur ce plan, c'est la société qui est carrément surprise de la mondialisation, de l'ouverture avec laquelle justement l'éducation est aujourd'hui plongée. Et vous avez suivi les enseignants sur le plateau le dire. Et vous voyez que j'étais un peu mal à l'aise quand on renvoyait un peu la responsabilité sur la démission parentale, comme si nous-mêmes on s'excluait de cette responsabilité. Donc je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que nous devons repenser nos valeurs. Nous devons repenser notre façon de concevoir. La course effrénée vers le... Revenir à la morale. Revenir à cette morale-là qui a justement... qui ont disparu. Qui a disparu, qui a foutu le camp. Donc je crois que la famille... je le disais, le cataclysme qui s'est opéré au regard de la mondialisation et des nouvelles technologies a fait en sorte que la famille, jadis considérée comme le socle même de la République. Parce que dans les cours de droit, on vous dit que la famille est le socle, est la base de la société. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, la famille est carrément réduite à l'échec. À cause justement de ce que nous avons évoqué comme toute cette cause-là, la cause vers le matériel. La famille est vraiment fragilisée. Les familles monoparentales qui sont de plus en plus en vigueur, du coup, l'une des conséquences, c'est que l'enfant ou alors le jeune il va se réfugier justement vers une structure facile qui est justement l'addiction, soit aux substances psychotropes, mais qui n'est pas la seule substance. Il faut le dire, vous allez voir d'autres enfants alliés aux places de la drogue, donc peut-être se réfugier vers la musique. Un enfant qui écoute la musique toute la journée. D'autres vont se réfugier peut-être vers la lecture. D'autres vont se réfugier vers le football. Donc il y a tous ces mécanismes-là qu'il faut justement étudier pour mieux comprendre l'environnement de cette jeunesse. Professeur Moïse Somo, est-ce que ce n'est pas aussi que le dialogue a foutu le camp au sein même de la cellule familiale? Un enfant ne peut plus venir dire à son parent, papa, j'ai tel souci, ou papa, il y a des amis qui m'ont proposé ci et ça, et parfois vous découvrez seulement votre enfant déjà à l'étape catastrophique. Alors, il y a un ami qui m'a demandé de lui venir en aide, C'est lui on vient en aide à quelqu'un. Oui. C'est lui, oui. Voilà, de lui venir en aide. Alors, il me dit, son enfant
a 15 ans. Il est en classe de 3e. Et il s'est amené à la maison avec une de ses camarades. Il les a trouvés assis au salon. Il leur a dit bonsoir papa, bonsoir maman, je vous présente mon petit ami. Aïe. Bon. À notre époque, on va te gifler. Le courage. Bon, je vous présente mon petit ami. Bon, alors, il me dit sur le coup, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a été tellement surpris que, bon, il n'a su... Bon. Après, pire que ça, le couple a pris le couloir. Puisqu'il lui est seul dans sa chambre. Ils ont pris le couloir. Et il me dit, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je lui dis, ben, vous n'êtes pas seul dans cette situation. En fait, ce n'est qu'une illustration de drame, hein, de cette société qui a viré, comme on dit. Et quand c'est devenu comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis heureux d'écouter tout ce que j'ai écouté là, à savoir qu'il faut refaire complètement la société au niveau des valeurs. C'est vrai, il faut le faire. Mais ce discours de « il faut faire la société au niveau de valeurs », il faut restituer les anciennes valeurs, c'est un discours qui passe depuis très très longtemps. Mais avez-vous l'impression que quelque chose a été fait depuis que les éducateurs, les sociologues, les psychologues, tout le monde dit non, ça ne va pas, la société actuellement, elle est en train de virer et tous les jours, des drames comme ceux que nous évoquons là, il en vient tous les jours, bon, des centres des intoxications et de tout ça qui naissent des jours. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance? Mais non, nous avons plutôt l'impression qu'on s'enfonce davantage. C'est pour dire qu'il y a un discours qui est dit et qui est resté jusqu'aujourd'hui dans sa phase la plus théorique. Mais il y a des gens qui doivent porter ce discours et l'implémenter, le rendre réel. Quand on dit à l'école, il faut revoir les programmes à la base. Avez-vous l'impression que lorsque vous prenez votre livre, le livre de votre enfant qui est à l'école primaire, avez-vous l'impression qu'il y a eu une évolution par rapport à tout ce qui se dit autour? Ça veut dire que quelque part, c'est un discours de sourds entre ceux qui peuvent prendre des décisions pour faire avancer les choses et ceux qui sont conscients de ce que la situation, elle est totalement alarmante. Oui, ça viendra par l'école. Il faut commencer par l'école puisque c'est par là que la graine, elle est plantée. Mais il faudrait déjà qu'une volonté s'installe pour dire attention, à l'école ça ne va pas. Commençons déjà par rectifier des choses à ce niveau-là. Bon, j'ai envie de dire à nous tous qui avons le devoir de la moralité de notre société en tant qu'enseignants, en tant que ceci, en tant que cela, de nous mettre ensemble et dire descendons dans la rue et dire non, ça ne va pas. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un cas comme celui-là dans d'autres pays. On aurait vu des gens qui seraient descendus dans la rue. Je n'appelle pas... Pas du tout. J'ai dit à des gens qui seraient descendus dans la rue, non pas pour casser, mais pour dire... Sensibiliser. Ce n'est pas normal, il faut sensibiliser la société. Ce genre de cas, ça ne devrait pas passer, ça ne devrait se passer. Les gens devraient avoir soit des bougies, soit des fleurs pour dire ça ne va pas. Interpeller la société pour que même les jeunes qui regardent, qu'ils s'interrogent. Dans nos maisons, combien de jeunes sont même au courant qu'un phénomène comme celui-là s'est passé? Ils sont très peu. Combien regardent la télévision dans une émission de journal d'éducation? Non, ils sont sur quoi? Ils sont sur TikTok sur leur téléphone. Et quand ce n'est pas ça, quand ils vont arriver sur un événement comme celui-là, ils n'en prennent pas. Ils traversent du coup. C'est qu'en fait, on n'a pas suscité le goût, l'envie auprès de ces enfants en termes d'éducation. D'accord. Voilà, c'est Marie-Florence, maintenant qu'on a posé le scanner, il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il faut revenir véritablement à cette morale ou à des repères comme des modèles aussi? Parce que nous, on a grandi avec des modèles. Aujourd'hui, on ne sait plus finalement qui est modèle, qui ne l'est pas, parce qu'on présente autre chose à la société. Alors, comme je disais tantôt, moi, je pense que c'est dramatique, certes, mais on peut renverser. La société, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est elle, c'est tout le monde. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que n'attendons pas que la solution nous vienne du ciel, ou du système. D'aucuns vont vous dire le système et tout le reste. Vraiment, c'est des discours que je trouve lâches. Un enfant que vous avez porté 9 mois, c'est votre enfant, c'est pas l'enfant du système. Alors, vous êtes responsable de cet enfant-là. N'attendez pas qu'on vienne vous dire ce que vous devez faire de cet enfant. Voilà un phénomène que nous avons vécu. On descend dans la rue faire quoi?
Est-ce que vous pouvez transmettre ce que vous n'avez pas reçu? Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut transmettre Ce qu'on n'a pas reçu. Non, on a tous reçu. Excusez-moi, nous sommes sur ce plateau, nous avons au moins tous 40 ans. Ça veut dire que il y a 40 ans, le Cameroun n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Nous avons reçu ces valeurs, mais nous avons choisi de suivre les chemins que nous suivons aujourd'hui. Vous avez porté 9 mois là-dedans. Il est né, c'est déjà un bon enfant, vous êtes sûr. Après, le système, il rentre dans le système. Non, et le système le gâte. Non, vraiment, ce que je dis m'engage. Le système le gâte. Ce que je dis, qui est donc responsable? c'est l'expérience. Ce que je dis m'engage. Et je suis en train de dire que les parents ont démissionné, j'insiste. Parce qu'un parent, d'abord, un phénomène simple sur lequel je suis tout étonnée. Les discours dans les familles, c'est quoi aujourd'hui? Il faut que j'achète rapidement un terrain, je construise une maison, je laisse la voiture, je laisse un peu d'argent aux enfants. Je dis aux parents que, mais attendez, lorsque tu montres à l'enfant que toi, tu es en train de travailler pour que lui n'ait plus rien à faire, il va faire quel effort? Il va faire quel effort? Et dites-moi donc si ce n'est pas comment dirais-je, la vision des parents aujourd'hui. Quand on dit là qu'ils ont démissionné, chez l'argent pour qui? Pour ces mêmes délinquants qui sont en train de fabriquer. Alors, le temps que vous avez à aller chercher l'argent, dites à ces enfants-là et montrez-leur comment ils peuvent travailler. Absolument. Voilà, donc les valeurs, ce n'est pas un coup de baguette magique ou bien un texte qu'on va sortir. C'est nous-mêmes, avec les enfants que nous faisons, nous sommes des psychologues. Un parent est d'abord psychologue. Il comprend la psychologie de son enfant et il oriente. Ça me fait penser à vraiment un texte qui est sorti, ce que je dis m'engage. Je n'ai pas compris pourquoi on a retiré le fouet des écoles. Ah, je préfère qu'on parle de ce. Pour revenir, non, je vais comprendre laissez parenthèse. Et ça revient. On est en train de sortir. Et je reviens sur votre cas. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'un enfant vient avec sa copine, il a 15 ans. Mais la chicotte que je vais sortir à ce moment-là, la fille là va repartir et le garçon qui va rester. Donc pour moi, je dis que la méthode, vraiment, il faut revenir. Nous autres, on a été éduqués au bâton. Et nos parents, personne n'est mort, hein? Et parfois, on ne te fouettait pas, hein? Mais le seul fait que tu sais que ton père a le bâton, ou le maître à l'entrée de la classe à la chicotte, ça te met au pas. Donc les valeurs, c'est vous, c'est nous, essayons de revenir. Nous tous, nous savons quelles sont les valeurs. Et sortons de cette course à l'intérêt, au matériel. Et j'allais, si vous permettez-moi de le dire, les apparences. Nous sommes dans une société d'apparence aujourd'hui. Il faut que j'ai ci pour qu'on voit que je suis ci. Non, il faut construire la personnalité, la paix, la cohérence avec nous-mêmes. Ce n'est que comme ça qu'on peut bousculer les lignes. Marie-Ange, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je réponds à ce monsieur, si j'étais à la place, ou bien je lui demande comment répondre à ce monsieur, où deux jeunes gens entrent dans la chambre. Le fouet ne servira à rien. Au contraire, ça les radicalisera. Et voilà un garçon qui pense déjà qu'il est capable de ramener une copine à la maison. Maison familiale. Tu le fouettes, il ira chez le voisin. Ou bien il ira à l'auberge parce que tu lui donnes assez d'argent de baigner pour ça. Tu les appelles eux deux. Tu les appelles eux deux et tu essaies de dialoguer avec eux. Ça marche plus aujourd'hui. Ça marche. Le bon dialogue. Parce que si l'enfant a eu le courage de venir dire aux parents, je vous présente ma copine, parce que les réseaux sociaux leur ont appris que à 15 ans, on peut déjà avoir une copine. L'enfant là est capable de vous raisonner et de vous prouver que son amour qu'il a pour sa camarade de classe. Donc, le pas de plus qu'il me prouve donc, ça veut dire qu'il peut vivre seul. Ah ben voilà. Parce que pour avoir une copine, il faut le jeter dans la rue. Et donc, il faut les laisser aller continuer leur il faut dialoguer avec eux. Passer le temps de les écouter. Parce que parfois, on n'écoute pas nos enfants. On se dit, on est au sommet. Tu fais ça pourquoi, mon chéri? Ah, papa, j'ai déjà l'âge. Ah, donc comme tu as l'âge, ça veut dire que comme moi j'avais l'âge, hein, je t'ai accouché, je t'ai envoyé à l'école. Ça veut dire que tu as l'âge, que tu peux aussi accoucher parce qu'en partant là-bas, tu vas accoucher et tu pourras envoyer l'enfant à l'école. Ça, c'est un dialogue qui prend du temps. Surtout qu'à 15 ans, la femme peut se marier. Un dialogue qui prend du temps et qui passe. Quand vous êtes donc maintenant, conciliant, vous voulez qu'on change? Non, pour sortir. Oui. La femme politique va revenir. Inscrivez-vous sur les listes électorales pour que la base change, pour que ce favoritisme qui est devenu l'ADN
de ce pays change. Parce que pour que les choses changent, il faut que ceux qui nous dirigent, déjà, arrêtent, par exemple, je peux dire pour le niveau le plus bas, avec la corruption. Si je veux que mon enfant entre à l'INAM, on va me dire c'est 10 millions. Donc, quand mon enfant est déjà en terminale, je commence à garder 10 millions pour que l'enfant entre à l'INAM, qu'il ait un niveau ou pas. D'accord. Revenons donc à nos bases pour que ceux qui méritent aillent dans ces écoles et pour que le pays, parce que ça c'est un travail qu'il faudra faire à la base, parce que nous avons déjà les élèves de l'ENAM depuis plus de 10 ans aujourd'hui qui n'ont pas fréquenté, qui ont, elle a dit 17 ans, ça veut dire qui ont les diplômes, qui travaillent dans les bureaux, qui signent juste des papiers, qui ne lisent même pas ce qu'ils signent, et finalement c'est pour ça que et les overdoses sont en train de les emporter, hein. Aujourd'hui les jeunes meurent de plus en plus d'overdoses. Enfin on va vous dire crise cardiaque, AVC, c'est pas les AVC, c'est les overdoses de tous ces produits-là. Jean Cyriac, on est à côté, on regarde la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. Il y a une génération qui est en train de partir. On compte sur la jeunesse pour réveiller ce pays et donner une autre dynamique. Maintenant, si on a des enfants délinquants avec une société dépiécée, est-ce qu'il y a possibilité de redresser, de trouver quelque chose en ces jeunes déjà dépravés? Effectivement, il y a des solutions. J'épouse complètement la proposition de madame. Il y a d'abord le dialogue. À l'endroit des familles, comme recommandation, il faut que, on dit bien le silence est d'or, mais parfois il est complice, coupable de la lâcheté qu'il cache. Et il faut que les familles apprennent à ne plus garder le secret sur ces enfants qui sont à la fois victimes et coupables. Comme celui-là, il a tué sa grande, on l'a gardé. Parce qu'il faut le dire, ils sont à la fois victimes et coupables d'une société qui les a façonnés. Et c'est pourquoi vous avez très bien fait de choisir certains profils. Donc, les familles, lorsque vous avez l'information que vous avez un enfant qui est accro à la drogue, je crois que voilà, il y a des centres, il faut effectivement que